Quand vous prenez 3, 4, 5 bières et que finalement, vous ne perdez pas connaissance, même plus que ça, vous gardez un certain contrôle de vous-même, vous n'avez pas trop de troubles de la coordination motrice, vous avez l'air de ne pas être aussi intoxiqué que vos camarades qui ont bu à peu près autant, ça ne veut pas dire qu'aux fiertés nationales, je tiens bien l'alcool. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à risque d'alcoolodépendance. Pour établir l'importance du bagage génétique dans la naissance de l'alcoolisme, des scientifiques ont entrepris des études à grande échelle sur des vrais et faux jumeaux. Des études qui permettent de distinguer le poids des gènes et celui de l'histoire familiale. On a eu des progrès assez considérables il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, grâce à 2 techniques un peu bizarres qui permettent d'essayer de discerner, ce qu'on avait beaucoup de mal à séparer initialement, les facteurs familiaux, éducatifs, le fait de vivre dans une famille avec un père alcoolique par exemple, ou des facteurs génétiques, le fait de recevoir des gènes de son père ou de sa mère. Et ça, c'est des techniques qu'on appelle les études de jumeaux, les études d'adoption. Et on arrive comme ça à bien discerner ce qui revient à l'environnement familial partagé, ce qui revient aux gènes qu'on hérite des parents. Dans les études de jumeaux, il y en a maintenant à peu près une vingtaine dans le monde, avec maintenant plus de 10 000 jumeaux recrutés dans toutes les différentes nations. Donc on a des idées maintenant à peu près bien établies. Et contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, les facteurs génétiques sont bien plus importants que les facteurs familiaux partagés. Bien sûr que c'est pas neutre de vivre dans une famille où l'alcool coule à flot, où on banalise la consommation d'alcool quotidienne, ou même qu'on ait un parent qui lui-même a des disconsommations d'alcool. Mais en fait, le fait d'hériter des gènes qui favorisent la vulnérabilité pour développer ce trouble est plus important encore que les facteurs familiaux qui eux-mêmes n'ont pas d'effet nul. Les généticiens ont renoncé à trouver le gène de l'alcoolisme. En revanche, plusieurs gènes ont déjà été identifiés. Parmi eux, celui qui est responsable de la fabrication de l'un des récepteurs à la dopamine, le récepteur D2. Tout le monde a ce gène dans les chromosomes. Mais il peut se présenter sous différentes formes qu'on appelle les allèles. Chez une grande partie des alcooliques, cet allèle est un peu plus long que la normale. Une singularité qui semble perturber la fabrication des récepteurs D2. Une des formes du D2, du gène qui code pour le récepteur dopaminergique D2, elle est un tout petit peu plus importante chez les alcooliques que chez les sujets contrôle. Ça augmente de 30% le risque d'alcoolodépendance. Mais c'est ridicule, c'est pas ça qui explique la maladie. D'augmenter un chouïa le risque de maladie, c'est pas une explication scientifique de la présence du trouble. Mais c'est pas pour rien que c'est systématiquement présent. On retrouve aussi cette anomalie chez les consommateurs de cocaïne et d'héroïne. Beaucoup de scientifiques pensent aujourd'hui que ce gène représente l'un des principaux facteurs de vulnérabilité à la dépendance aux drogues. Mais il en existe d'autres, et les gènes seuls n'expliquent pas tout. J'ai fait donc pas mal d'études de génétique. À chaque fois que je trouve un facteur de vulnérabilité, je l'ai. Donc j'ai l'allèle S du transporteur de la sérotonine qui prédispose au risque suicidaire. J'ai l'allèle A1 qui prédispose à l'alcoolodépendance. Et je le dis régulièrement à mes patients et aux gens qui participent aux études génétiques parce que je m'en porte pas trop mal. C'est-à-dire que je sais que je peux peut-être être un peu plus vulnérable qu'un autre, mais comme beaucoup de gens qui ont connaissance de leur vulnérabilité, je fais un peu plus attention. Et bon, prévenir le risque suicidaire, c'est pas très simple. Donc, si je suis déprimé, j'irai voir un psychiatre. Ce sera pas très facile, moi-même comme psychiatre, mais on en trouve. Et puis après, de toute façon, quand on a des gènes de vulnérabilité, ce n'est qu'une rencontre avec un environnement spécifique qui peut la développer. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi un axe qui se développe beaucoup dans la génétique des addictions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quand on a un gène de vulnérabilité, c'est en rencontrant quel type d'événement, à quel moment, dans quelles circonstances que la pathologie peut arriver à s'exprimer. Certains craignent désormais que le dépistage des gènes de vulnérabilité ne devienne systématique, encourageant employeurs et assurances à adopter des pratiques abusives.
Une idée en complète contradiction avec la démarche des scientifiques, pour qui la vulnérabilité n'est évidemment pas une fatalité. L'alcool et le tabac bénéficient de tous les nouveaux outils développés pour étudier la chimie du cerveau, la génétique et la psychologie de l'addiction. Les scientifiques peuvent maintenant évaluer à sa juste mesure l'extraordinaire complexité de l'action de ces drogues dans le cerveau. Ce sont les drogues les plus consommées dans le monde et les plus dangereuses pour la santé. Longtemps victimes d'un déni collectif, elles sont désormais considérées comme des drogues à part entière. Demain, il sera question du cannabis. Si l'action de cette plante sur le cerveau n'est vraiment comprise que depuis quelques années, les scientifiques ont aussi fait des découvertes surprenantes. L'utilisation du cannabis semble en effet ouvrir de nouvelles perspectives au traitement de l'obésité, de la douleur, de l'anxiété et même de la sclérose en plaques. À demain ici et tout de suite sur le net.